Bonsoir et bienvenue. Nous sommes lundi le 27 septembre 2021. Au sommaire de cette édition en langue française, un offre de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 7, Bujumbura-Ijenda. Les travaux de réhabilitation du pont reliant Kamesa et la zone urbaine de Musaga ont débuté ce lundi. La mise en place des terrasses progressives et radicales le long des pentes des montagnes permettrait la lutte contre l'érosion et le maintien de la fertilité des sols. Cela ressort d'un atelier de ce lundi sur la mise en œuvre du projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi. Investir dans le domaine du sport, surtout dans les infrastructures sportives, permettrait de relever le niveau des athlètes burundais dans les compétitions internationales. C'est ce que suggère au gouvernement burundais l'athlète burundaise Niyonsaba Francine. Vous la suivrez dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de cette édition. C'est encore une fois bienvenue. Rebonsoir. Les travaux de réhabilitation du pont reliant Kamesa et la zone urbaine de Musaga sur la route Bujumbura-Ijenda ont démarré ce lundi. Les usagers de cette route saluent cette initiative et demandent aux responsables d'accélérer ces travaux. L'agence routière du Burundi indique par ailleurs que ces travaux vont durer 5 mois. Suivez ce reportage de Sheila Irambona. Nous sommes sur le pont de Musaga, sur la route nationale numéro 7. Une machine de l'agence routière est en train de créer un chemin où cette agence va faire passer le matériel que cette dernière va utiliser pour la réhabilitation de ce pont. Les usagers de cette route nationale saluent cette initiative. Nous accueillons très positivement les travaux de réhabilitation de la route Bujumbura-Ijenda, car nous les chauffeurs qui utilisons cette route, nous rencontrons beaucoup de difficultés sur l'autre route de secours. Le trajet devient trop long et nos véhicules sont endommagés parce que cette route n'est pas en bon état. Nous apprécions cette réhabilitation car cette route est d'une grande importance pour nous. Comme commerçants, nous avions remarqué que les voitures ne pouvaient pas passer par ici parce que le pont a été endommagé et l'autre passage n'est pas vraiment praticable. Les camions y font des embouteillages, ils sont embourbés et les voitures manquent de passage. Ils indiquent qu'ils avaient des problèmes pour se déplacer ces derniers temps. Ils demandent aux responsables de ne pas faire traîner les travaux. Moi, je demande à l'État de réhabiliter cette route car elle nous facilite la tâche. Les autres routes ne sont pas en bon état pour que nos enfants puissent trouver un bon passage et les voitures en profitent également car ce n'est pas nous seuls qui utilisons cette route. Nous demandons que ces travaux soient effectués dans les brefs délais, car si, une fois ils sont arrêtés, nous sommes confrontés toujours au même problème. Les trajets pénibles, nos voitures endommagées, nos clients se plaignent également car ils font des trajets fatigants. À l'agence routière du Burundi, ARB, on indique que ces travaux vont durer à peu près 5 mois et qu'ils vont coûter à peu près 1,4 milliard de francs burundais. La mise en place des terrasses progressives et radicales sur les pentes des montagnes afin de lutter contre l'érosion et maintenir la fertilité des sols. Cette proposition ressort de l'atelier de ce lundi sur la mise en œuvre du projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi. Les détails de cet atelier avec Oda Ndaishimi. Cet atelier de validation des études de faisabilité pour l'aménagement des bassins versants porte sur 10 collines. La coordinatrice du projet, Odette Kaitesi, nous parle des points saillants de ce dernier. C'est donc en rapport avec les aménagements des terrasses progressives, des terrasses radicales
l'agroforesterie, la collecte des eaux de pluie et la lutte contre l'érosion. Donc les études vont nous montrer quelles sont les principales activités qu'on va faire dans la zone d'intervention. Comment faut-il intervenir sur combien par colline et comment les activités doivent être agencées pour minimiser les impacts négatifs du projet sur la gestion de l'environnement. La population cible du projet, quant à elle, va bénéficier d'une augmentation de la production agricole. Le projet contribuera également à la restauration et à la réhabilitation du paysage. Les études que nous venons de mener sont des études qui sont très importantes pour la réhabilitation et la restauration non seulement du paysage, mais aussi l'augmentation de la production agricole dans les zones impactées. En effet, ce que nous proposons comme mesure, c'est notamment l'aménagement des terrasses progressives, surtout mais radicales aussi, avec revégétalisation qui porte sur notamment les haies vives sur lesquelles nous allons planter des herbes fourragères qui pourront donner du fourrage pour le bétail, lequel bétail pourra produire beaucoup plus de fumier, surtout si l'élevage est pratiqué en stabilisation permanente. Et de ce fait, on va augmenter le fumier, l'augmentation du fumier pour augmenter la fertilité des sols. Ces études, qui sont à leur deuxième phase, ont déjà eu lieu dans 22 communes. La loi réprimant les auteurs de grossesse non désirées en milieu scolaire et lacunaire, déplore un des commissaires de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, dans un atelier de réflexion et d'évaluation du processus de lutte contre les mariages précoces et les grossesses non désirées en milieu scolaire. Ce lundi, Jacques Chimilimana indique que cette situation favorise l'impunité. Suivez-le. Le Burundi est suffisamment outillé en matière de loi qui réprime le phénomène de grossesse non désirée des élèves. Malheureusement, il y a toujours des lacunes. Sinon, le code pénal, complété par la loi spécifique sur les violences basées sur le genre, donc, sont suffisamment outillés pour réprimer les infractions de viol ou d'autres infractions donc, qui touchent les victimes de violences basées sur le genre. Mais nous déplorons certaines lacunes, notamment le règlement scolaire harmonisé de juin 2020 qui prévoit en son article 9 que tout élève étant encore sur le banc de l'école est assimilé aux mineurs. Mais vous savez bien que le règlement ne peut pas primer sur le code pénal. Quand l'auteur est traduit en justice et que la victime a plus de 18 ans, donc au niveau de la justice, on considère l'âge de la victime. Donc une fois que la victime dépasse 18 ans, elle est considérée comme une personne majeure. Donc la justice ne traite pas le cas comme si la victime était un mineur. Donc ça, c'est vraiment une lacune, raison pour laquelle beaucoup de cas de ces violences se sortent par des mariages précoces. Donc il suffit que la victime ait plus de 18 ans et qu'au niveau de la justice, on dise qu'une personne majeure est capable de discernement, capable de consentir. Donc l'auteur est poursuivi pour le crime de viol et non pour le crime de viol commis sur la personne dominée. Donc ça, c'est une lacune et nous recommandons à ce qu'il y ait une harmonisation de ces lois pour que l'élève qui soit sur le banc de l'école continue à être considéré comme mineur même devant la justice. Le Sénat burundais qui a organisé cet atelier de réflexion et d'évaluation du processus de lutte contre les mariages précoces et les grossesses non désirées en milieu scolaire promet la révision de la loi pour lutter contre l'impunité. Suivez le sénateur Victor Gilokuchak. Nous sommes avec le ministère de l'Éducation, nous sommes avec le CNIDH, nous sommes avec le ministère de la Justice. Nous nous mettons ensemble justement pour analyser s'il y a quelques lacunes que nous allons réajuster pour que finalement le droit soit lu de la même manière. Nous devons lire le droit et punir les fautifs.
Donc là, nous allons corriger très rapidement s'il y a des choses à corriger. S'il y a des ajustements à faire, nous allons le faire. Page tourisme à présent. Le nombre d'hôtels est passé de 87 en 2010 à 595 en 2019 au Burundi et le nombre d'emplois dans ce secteur a atteint 5%. Ceci a été rapporté ce lundi par le secrétaire permanent au sein du ministère du Tourisme lors de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Jérémy Banigwaninzigo indique que la restructuration des sites touristiques fait partie des priorités de ce ministère. Suivez-le. Le gouvernement du Burundi est en train de déployer ses efforts pour promouvoir les secteurs qui représentent un potentiel prometteur afin d'accroître son économie. Le gouvernement du Burundi a montré sa volonté politique pour développer ce secteur en mettant en place la stratégie nationale de développement durable du tourisme qui est aujourd'hui sous évaluation à mi-parcours pour une meilleure adaptation aux réalités ainsi que le code des investissements qui offre un certain nombre d'avantages pour les investisseurs locaux et étrangers qui veulent investir dans le secteur du tourisme. Cette politique encourageante a conduit les investisseurs à construire plus de 500 hôtels en quelques années, car en effet, le nombre d'établissements touristiques d'hébergement est passé de 87 en 2010 à 595 en 2019. Le secteur du tourisme est porteur de croissance économique et créateur d'emplois au Burundi à hauteur de 4,4% dans de nombreux secteurs qui y sont liés. Le ministère ayant le tourisme dans ses attributions à travers la Direction générale du tourisme encourage les citoyens burundais et appelle les étrangers à visiter le Burundi sous le brand Visite Burundi. Nous remercions et encourageons les investisseurs privés du rôle qu'ils jouent dans la multiplication de l'emploi à travers les services touristiques. Dans la stimulation de la demande des produits de l'industrie du tourisme et l'amélioration de l'offre touristique, le gouvernement du Burundi est conscient que des réformes restent nécessaires dans le secteur, notamment le renforcement des capacités des professionnels pour améliorer la qualité des services, la classification des établissements hôteliers, le développement des infrastructures touristiques comme la construction des salles de conférences internationales ainsi que la réhabilitation des sites touristiques. Page sport à présent, l'athlète Francine Niyonsaba appelle le gouvernement burundais et ses partenaires à beaucoup investir dans le domaine du sport pour relever le niveau des athlètes lors des compétitions internationales. Lors d'une conférence de presse ce samedi, elle a indiqué que la priorité serait de construire des stades pour la bonne préparation des athlètes. Suivez Francine Niyonsaba. bijanye n'ukuntu siporo yotera imbere nibaza yuko indishyi ikenewe turakeneye ibibuga byiza kugira ngo bize biratu. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour développer le sport au Burundi. Nous avons besoin des stades modernes pour organiser des compétitions. Ça va aussi nous aider à détecter les talents et avoir beaucoup d'athlètes qui ont des minima qui les permettront de participer dans des compétitions internationales. Il faut l'implication de tout le monde, les journalistes y compris, pour développer le sport. Le sport nécessite beaucoup de moyens. Au Burundi, nous avons des talents, mais qui ne peuvent pas se développer si on n'y investit pas. Le gouvernement doit aussi beaucoup investir dans le domaine du sport pour qu'on ait beaucoup d'athlètes trop talentueux, plus que moi. Mais si rien n'est fait, l'on ne pourra pas avancer. Actualité internationale pour clore ce journal.
Report probable des élections au Mali, c'est du moins ce qu'a évoqué le Premier ministre de la Transition ce dimanche. Comme le rapportent nos confrères de France 24, ces élections sont prévues le 27 février de l'année prochaine. Images et commentaires. Élection de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, l'hypothèse a été avancée ce dimanche par le Premier ministre malien. Le pouvoir militaire en place s'était pourtant engagé à organiser des élections nationales le 27 février à l'issue d'une transition limitée à 18 mois. Mais Bamako estime que les conditions pour mener à un scrutin apaisé sont loin d'être réunies. On pourrait tomber sur le 27 février, comme on peut avoir 2 semaines, quelques mois de plus. Le plus important pour nous, c'est de tirer les leçons du passé. Pendant 20 ans, nous nous sommes trouvés dans des crises politiques post-électorales. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, nous avons décidé d'avoir une démarche qui minimise les risques de contestation des élections. La situation sécuritaire est d'autant plus préoccupante que 2 tiers du pays échappent totalement au contrôle du gouvernement. Le Premier ministre malien a d'ailleurs fustigé le retrait progressif des forces françaises Barkhane du nord du pays, décidé sans consultation ni concertation avec le pouvoir selon lui. Monsieur le Président. Depuis, Bamako cherche des alternatives pour rétablir l'ordre aux confins de ses frontières. Selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, la junte malienne serait en négociation avec une société paramilitaire russe. La plus connue est le groupe Wagner, réputé proche du Kremlin et souvent accusé d'exactions. Moi, je ne connais pas de groupe Wagner. C'est la presse, et vous qui le dites. Le jour où le gouvernement malien va signer un accord, et certainement, ça pas pour longtemps, mais on rendra public avec qui on a signé. En ce moment, je serai prêt à répondre à toutes les questions. Moscou affirme ne pas être impliqué dans ces tractations. La France a fait savoir qu'elle envisagerait un départ rapide de ses troupes si un accord était conclu entre le Mali et des paramilitaires russes. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe de la télévision Isangani pour sa parfaite collaboration. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision Isangani.